Issa était un homme respecté dans le village de Kendal. Modeste cultivateur, il menait une vie paisible avec sa femme, Mariama, et leurs 3 enfants. Mariama était une femme douce et travailleuse, connue pour sa bienveillance et son sens du devoir. Leur foyer était simple mais heureux, jusqu'à ce qu'un visiteur inattendu vienne bouleverser leur équilibre. Un matin, après des années sans nouvelles, le cousin lointain d'Issa, Moussa, revint au village. Homme d'affaires prospère vivant en ville, Moussa affichait un luxe ostentatoire, vêtements de marque, bijoux clinquants, et un air de suffisance qui ne plaisait pas à tout le monde. Il s'installa chez Issa pour quelques jours et chaque soir, il lui parlait des merveilles de la polygamie. Un homme accompli ne doit pas se contenter d'une seule femme, Issa, disait Moussa en sirotant son thé. Regarde-moi, j'ai 3 épouses, et chacune rivalise d'efforts pour me plaire. C'est ainsi que l'homme impose son respect. Au début, Issa riait de ses discours. Il aimait Mariama et ne voyait pas l'utilité d'une seconde épouse. Mais Moussa insista, insinuant que la richesse et le prestige d'un homme se mesuraient au nombre de ses épouses. Tu travailles dur, mais regarde-toi, tu as l'air fatigué. Une seconde femme pourrait alléger le fardeau de Mariama. Pense à tes enfants, à ton avenir. Peu à peu, l'idée s'insinua dans l'esprit d'Issa comme un poison lent. Les jours passèrent et il commença à voir Mariama différemment. Elle n'était plus la jeune femme pleine de vitalité qu'il avait épousée. La fatigue de la maternité et des tâches domestiques l'avait marquée. Moussa n'avait-il pas raison? Peut-être qu'une seconde épouse insufflerait une nouvelle énergie à sa vie. C'est ainsi qu'un mois plus tard, Issa annonça à Mariama son intention de prendre une seconde femme. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. « Issa, comment peux-tu me faire ça ?» murmura Mariama, le cœur brisé. « Ce n'est pas contre toi, » répondit Issa avec un détachement qui lui était inhabituel. « Une seconde épouse apportera plus d'équilibre. Tu verras, tout ira bien. » Mais Mariama savait que rien ne serait plus comme avant. Quelques semaines plus tard, la nouvelle épouse fit son entrée dans leur foyer. Aïssatou était une jeune femme au regard doux et aux manières parfaites. Du moins, en apparence. Elle se montra aimable, prévenante, respectueuse envers Mariama, qui, malgré sa douleur, tenta de l'accueillir avec dignité. Mais derrière ce masque de douceur se cachait une ambition sombre. Aïssatou n'avait pas l'intention d'être une seconde épouse soumise. Elle voulait régner sur la maison. Dès les premiers jours, elle commença à manipuler Issa en lui soufflant des paroles mielleuses à l'oreille. « Mon mari, regarde comme je prends soin de toi. Est-ce qu'on s'occupe aussi bien de toi ici depuis toutes ces années ?» Peu à peu, Issa changea. Il passait de moins en moins de temps avec Mariama et ses enfants. Il trouvait des excuses pour éviter de lui parler. Lorsqu'elle lui demandait de l'aide, il soupirait d'agacement, comme si elle était un fardeau. Mais le pire était encore à venir. Car Aïssatou ne comptait pas s'arrêter là. Derrière son sourire angélique, elle nourrissait un sombre dessein, faire partir Mariama. Et pour cela, elle était prête à tout. Les premiers mois du mariage entre Issa et Aïssatou furent marqués par une atmosphère étrange au sein du foyer. La seconde épouse jouait son rôle à la perfection. Douce, attentionnée et toujours prête à servir son mari, elle s'était attirée les bonnes grâces d'Issa en un temps record. « Mon mari, repose-toi, je vais m'occuper de tout », murmurait-elle avec un sourire tendre lorsqu'il rentrait du travail, épuisé. Elle le massait, lui préparait ses plats préférés et veillait à ce qu'il ne manque de rien. Pour Issa, ce mariage était une bénédiction. Il se sentait choyé comme jamais auparavant. Pourtant, quelque chose d'indéfinissable planait dans l'air. Mariama, la première épouse, observait en silence. D'un naturel réservé et respectueux, elle n'avait jamais élevé la voix contre son mari. Cependant, elle ne pouvait ignorer le malaise grandissant dans la maison. Ses enfants, autrefois insouciants et heureux, semblaient nerveux en présence de leur belle-mère. L'aîné, Amadou, un garçon de 10 ans, vif et intelligent, refusait de manger lorsqu'Aïssatou préparait le repas. « Maman, je n'aime pas quand c'est elle qui cuisine. »« Pourquoi, mon fils ?» Elle me regarde bizarrement, et son regard me fait peur. Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Mariama comme un mauvais présage. Elle n'était pas la seule à ressentir cette étrangeté. La vieille voisine, Tata Binta, une femme d'expérience qui connaît les histoires du village, lui glissa un jour à l'oreille. « Ma fille, ouvre bien les yeux. Cette femme est comme un serpent. Elle rampe doucement, mais un jour, elle te piquera. » Mariama sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourtant, que pouvait-elle faire? Son mari semblait aveuglé par sa nouvelle épouse. Peu à peu, l'équilibre de la maison se modifie. Aïssatou commença à insinuer des choses à Issa, avec une douceur perfide. « Mariama ne m'aime pas, je le ressens », disait-elle en feignant la tristesse.
Elle ne veut pas partager cette maison avec moi. Peut-être même qu'elle prie pour que notre mariage échoue. D'abord, Issa l'avait rassurée, lui assurant que Mariama était une femme bonne et respectueuse. Mais à force de répétition, les doutes commencèrent à s'insinuer en lui. Il devenait plus froid envers sa première épouse, répondant à peine à ses salutations. Pire encore, sous prétexte de vouloir aider à la gestion du foyer, Aïssatou s'arrangea pour gérer les finances du ménage. Elle encouragea Issa à ne plus donner directement l'argent des courses à Mariama. « Je vais m'occuper de tout, mon mari. Tu sais bien que je suis plus organisée. » Mariama, reléguée au second plan, se retrouva privée de tout pouvoir de décision. Ses enfants en souffraient. Les repas se faisaient plus maigres pour eux, tandis qu'Aïssatou et ses nièces qu'elle habitait désormais chez Issa mangeaient les meilleurs morceaux. Un soir, Amadou se plaignit à son père. « Papa, je veux manger du poulet, comme Aïssatou et mes cousines. » Issa fronça les sourcils. Il n'avait pas remarqué que la répartition de la nourriture n'était plus équitable. « Que racontes-tu là? Vous mangez tous la même chose. »« Non, papa, regarde dans l'assiette de maman. C'est toujours elle qui mange les morceaux les plus petits. » Cette remarque, pourtant anodine, avait mis Issa dans une colère noire. « Arrête tes bêtises, Amadou. Depuis quand un enfant se mêle des affaires des adultes ?» Mariama voulait prendre la parole, mais le regard glacial de son mari la fit taire. Elle comprit qu'Issa n'était plus le même. Il était sous l'emprise d'Aïssatou. Les semaines passèrent, et la maison d'Issa sombra peu à peu dans une atmosphère oppressante. Aïssatou, sous son apparente douce, consolidait son emprise sur le foyer. Mariama, autrefois la maîtresse incontestée des lieux, n'était plus qu'une présence effacée, réduite au silence par l'indifférence de son mari et la cruauté dissimulée de sa coépouse. Issa, autrefois un homme juste et attentionné, était devenu méconnaissable. Il passa désormais toutes ses nuits chez Aïssatou, ignorant Mariama et ses enfants. Ses aînés, Amadou et Mouna, tentaient d'attirer son attention, mais il ne semblait plus les voir. Pire encore, il devenait impatient et agressif lorsqu'ils insistaient. « Papa, peux-tu nous raconter une histoire comme avant ?» exigea un soir Mouna, l'innocence brillante encore dans ses yeux. Issa grogna, sans même lever les yeux de son repas. « Va voir ta mère, je suis fatiguée. » L'enfant baissa la tête, luttant contre les larmes. Amadou, lui, n'était pas dupe. Il observe son père avec attention et remarque que quelque chose avait changé en lui. Son regard était souvent vide, absent, comme s'il n'était plus maître de ses pensées. Aïssatou, quant à elle, prenait un plaisir malsain à voir la souffrance de Mariama et de ses enfants. Chaque nuit, lorsqu'Issa s'endormait à ses côtés, elle se levait discrètement et quittait la maison. Où allait-elle? Mariama l'ignorait encore, mais elle sentait que quelque chose de sombre se tramait. Une nuit, alors que la lune était haute dans le ciel, Tata Binta, la vieille voisine, observait la cour d'Issa depuis sa fenêtre. Elle vit une ombre glisser hors de la maison et se diriger vers la forêt. Son cœur se serra. Elle connaissait bien ses habitudes. Seuls ceux qui cherchaient les faveurs des esprits de la nuit empruntaient ce chemin à une telle heure. Le lendemain, elle se rend chez Mariama sous prétexte de lui apporter du beurre de karité. Mais dès qu'elle fut seule avec elle baissa la voix. « Ma fille, tu dois ouvrir les yeux. J'ai vu ta coépouse sortir en pleine nuit. Elle va chez les féticheurs évocateurs d'esprits, j'en suis certain. » Mariama, bien que déjà méfiante, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que veux-tu dire, Tata ? Ce n'est pas une femme ordinaire. J'ai entendu des rumeurs, et crois-moi, elles ne sont pas rassurantes. » Mariama ferma les yeux un instant. Elle savait que les rumeurs, dans leur village, n'étaient pas toujours infondées. Les jours qui suivirent furent marqués par une série d'événements troublants. Mariama a commencé à ressentir des faiblesses inexpliquées. Son corps devenait lourd, et une fatigue intense s'abattait sur elle. Elle consulta l'un des guérisseurs du village, mais il ne trouva rien d'anormal. « Tu es peut-être simplement fatiguée par tout ce que tu traverses, » lui dit-il. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas naturel. Pendant ce temps, Aïssatou continue son jeu diabolique. Elle avait convaincu Issa que sa première femme lui portait malheur. « Depuis que tu as épousé cette femme, regarde ce qui t'arrive. Tu es fatigué, ton commerce ne marche plus comme avant. Ce n'est pas normal, mon mari. »« Que veux-tu dire ?» demanda Issa, intriguée. Aïssatou prend un air inquiet et baissa la voix. « Je n'aime pas parler de ces choses. Mais certaines personnes dans le village disent que Mariama n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Peut-être qu'elle a quelque chose à voir avec ta malchance. » Issa fronça les sourcils, mais l'idée avait été plantée dans son esprit. Il a commencé à regarder Mariama différemment. Les rares fois où elle tentait de lui parler,
il la repoussait froidement. Un soir, alors que Mariama était affaiblie, Aïssatou en profita pour l'accuser devant tout le monde. « Regardez-la, toujours malade. Qui sait ce qu'elle fait dans l'ombre? Peut-être qu'elle paie les marabouts pour me faire du mal. » La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Désormais, le village commençait à murmurer. Mariama, autrefois respectée, devenait une paria. Et pendant ce temps, Aïssatou savourait sa victoire, sans se douter qu'un jour, la vérité éclaterait. Les jours passèrent, et la situation de Mariama devint de plus en plus insupportable. Son corps, autrefois robuste et plein de vie, s'affaiblissait chaque jour un peu plus. Elle n'avait plus d'appétit, ses nuits étaient hantées par des cauchemars terrifiants, et une étrange sensation d'étouffement la réveillait en pleine nuit. Issa, de son côté, s'enfonçait davantage dans son aveuglement. Aïssatou avait réussi à le convaincre que Mariama était la source de tous ses malheurs. Petit à petit, il s'éloigna complètement d'elle, ne s'inquiétant même plus de son état de santé. Mais dans l'ombre, certains villageois ont commencé à observer les choses différemment. Tata Binta, la vieille voisine, voyait tout et écoutait tout. Elle savait qu'Aïssatou n'était pas une femme ordinaire. Les rumeurs sur ses visites nocturnes aux féticheurs s'amplifiaient, et plusieurs femmes du village murmuraient qu'elle possédait des pouvoirs occultes. Une nuit, un jeune berger du village, qui dormait sous un manguier près du marché, aperçut une scène terrifiante. À la lueur de la lune, il vit Aïssatou, vêtue d'un pagne rouge, pieds nus, en train d'entrer une calebasse remplie d'objets étranges près de la case de Mariama. Paniqué, il reste figé sur place jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'obscurité. Le lendemain matin, il se précipita chez Tata Binta pour lui raconter ce qu'il avait vu. « Maman Binta, j'ai vu Aïssatou entrer quelque chose près de la maison de Mariama cette nuit. » La vieille femme prend une inspiration profonde et hocha la tête. « Ce n'est pas une surprise, mon fils. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. » Mariama, affaiblie et rejetée par son mari, n'avait plus personne vers qui se tourner. Même ses propres enfants ressentaient le poids de l'hostilité dans la maison. Amadou, son fils aîné, tentait de la réconforter, mais il était lui-même trop jeune pour comprendre l'ampleur du mal qui rongeait leur foyer. Une nuit, alors qu'elle tentait de dormir, elle sentit une présence dans sa chambre. Une ombre sombre flottait au-dessus d'elle. Paralysée, elle tente de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. La chose s'approche, son souffle glacial lui glaçant le sang. Puis, brusquement, elle disparut. Tremblante, Mariama sut qu'elle n'avait plus le choix. Quelque chose de maléfique était à l'œuvre. De son côté, Aïssatou jubilait. Son plan fonctionnait parfaitement. Non seulement Issa lui appartenait entièrement, mais en plus, le village commençait à croire que Mariama était une sorcière. « Tout se déroule comme prévu », murmura-t-elle un soir, un sourire cruel sur les lèvres. Elle savait que son pouvoir était grand, mais quelque chose la tracassait. Malgré toutes ses tentatives, Mariama tenait encore debout. Son départ n'était plus une option, il lui fallait l'éliminer définitivement. Elle retourna voir le féticheur évocateur, d'esprit le plus redouté du village voisin. « Je veux qu'elle disparaisse pour toujours », souffla-t-elle. Le vieil homme l'observa longuement avant de lui répondre. « Tu as déjà plongé trop loin dans les ténèbres. Mais sois prudente, car tout a choisi un prix. » Aïssatou haussa les épaules, impatiente. « Peu importe le prix. Je veux qu'elle parte. » Ce qu'elle ignorait, c'est que le vent commençait à tourner contre elle. Les jours passèrent et le village de Kendal était en ébullition. Les rumeurs sur Aïssatou se propageaient comme une traînée de poudre. Certains murmuraient qu'elle pratiquait la sorcellerie en secret, d'autres qu'elle avait ensorcelé Issa pour le détourner de sa première femme et de ses enfants. Mais personne n'osait ouvertement l'accuser. Pendant ce temps, Mariama était à bout de force. Son état s'aggravait de jour en jour. Son corps, autrefois plein de vie, n'était plus qu'une ombre. Les médicaments traditionnels n'avaient aucun effet sur elle, et les guérisseurs du village semblaient impuissants. Une nuit, alors qu'elle luttait contre le sommeil, elle entendit un chuchotement à son oreille. « Quitte cette maison, ou tu mourras. » Elle sursauta, le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait personne dans la pièce, mais l'air était chargé d'une présence invisible. C'était trop. De son côté, Aïssatou était impatiente. Elle voulait que Mariama disparaisse au plus vite. Elle retourna voir le féticheur évocateur d'esprits sombres du village voisin pour la dernière phase de son plan. « Je veux qu'elle parte définitivement », ordonna-t-elle. Le vieil homme la regardait avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Es-tu prête à en payer le prix ? Ce que tu demandes a un coût. » Aïssatou sourit froidement. « Peu importe. Dis-moi juste quoi faire. » Le féticheur lui tendit un paquet enveloppé dans un tissu noir. « Entrez ceci sous le seuil de sa porte avant la prochaine pleine lune.
Mais souviens-toi. Toute magie noire a un retour. Aïssatou ne prête pas attention à l'avertissement. Aveuglée par sa haine, elle n'avait qu'un seul objectif en tête. Cette nuit-là, alors que tout le village dormait, Aïssatou sortit en cachette. Elle marche discrètement vers la case de Mariama, un paquet serré dans ses mains tremblantes. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle n'était pas seule. Tata Binta, la vieille voisine, était cachée derrière un arbre, observant chaque geste. Lorsqu'elle vit Aïssatou entrer l'objet devant la porte de Mariama, elle comprit immédiatement ce qui se passait. Le lendemain matin, Tata Binta alla voir Mariama. « Ma fille, tu es en danger. Il faut que tu partes. » Mariama la regardait avec des yeux fatigués. « Mais où pourrais-je aller ? » ?»« Loin d'ici. Là où elle ne pourra plus t'atteindre. Je vais t'aider. Je te dirai le moment venu. » Mariama savait que c'était la seule solution. Cette maison, autrefois un foyer rempli d'amour, était devenue une prison. Quelques jours plus tard, avec l'aide de Tata Binta, à l'aube, Mariama quitta discrètement le village avec ses enfants. Lorsqu'Aïssatou apprit la nouvelle, une rage incontrôlable s'empara d'elle. Elle a osé partir. Mais alors qu'elle jubilait, pensant enfin avoir gagné, quelque chose d'étrange se produisit. Elle commença à ressentir une douleur atroce dans son corps. D'abord un simple malaise, puis des cris inexplicables. Les guérisseurs du village furent appelés, mais aucun ne comprenait ce qui lui arrivait. Le féticheur l'avait pourtant prévenu, toute magie noire a un retour. Et si cette fois, c'était elle qui était en train de payer le prix de ses actes ? Le départ de Mariama bouleversa l'équilibre du foyer. Aïssatou pensait enfin savourer sa victoire, mais un malaise sournois commençait à s'installer en elle. Ce n'était pas seulement la fatigue, ni l'anxiété d'avoir été prise au piège de ses propres actes. Non, c'était autre chose, une force invisible qui pesait sur elle, qui s'infiltrait dans sa chair et son esprit. D'abord, ce furent de simples douleurs dans les articulations. Puis des vertiges. Des nuits d'insomnie durant lesquelles elle entendait des chuchotements dans l'obscurité, des voix inconnues murmurant des paroles qu'elle ne comprenait pas. Le regard des villageois sur elle changea. Il y avait quelque chose de troublant dans son apparence. Son teint, autrefois éclatant, semblait ternir. Ses yeux s'enfonçaient, ses joues se creusaient. Même son attitude, autrefois arrogante et méprisante, se fit plus distante, presque inquiète. Mais elle refusa d'admettre qu'il pouvait s'agir d'une conséquence de ses propres actes. Pour elle, tout ceci n'était qu'une épreuve passagère. Mariama était partie, Issa lui appartenait désormais, et c'était tout ce qui comptait. Issa, quant à lui, était devenu l'ombre de lui-même. Depuis quelque temps, il traînait une maladie dont les médecins ne comprenaient pas l'origine. Son corps s'affaiblissait de jour en jour. Il avait perdu beaucoup de poids, son teint était devenu cireux, et ses forces l'abandonnaient lentement. Il ne pouvait plus travailler dans les champs, et même parler devenait parfois un effort douloureux. Au village, les langues se déliaient. Ce n'est pas normal. Il a toujours été fort et en bonne santé. Pourquoi déclinait-il ainsi ? On dit que c'est le genre d'avoir abandonné sa première épouse. Ou peut-être que sa seconde femme n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Aïssatou, elle, prenait soin d'Issa, en apparence seulement. Elle lui préparait ses repas, veillait à ce qu'il prenne ses remèdes. Mais en réalité, elle ne faisait cela que pour maintenir son emprise sur lui. À quoi bon le sauver s'il devait encore partager son attention avec une autre femme ? Cependant, une chose l'agaçait profondément. Issa, dans ses moments de lucidité, murmurait souvent le nom de Mariama. 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 Même absent, même malade, il continue à penser à elle. Une rage sourde brûla en Aïssatou. Elle devait s'assurer que jamais Mariama ne revienne. Un soir, alors qu'Issa dormait péniblement, Aïssatou retourna voir le féticheur. Le vieil homme la reçut dans sa case obscure, éclairée seulement par une lampe à huile qui projetait des ombres inquiétantes sur les murs. « Tu reviens encore ?» exigea-t-il d'une voix rauque. « Mon mari est malade. Il doit guérir, mais je veux aussi être certain que Mariama ne reviendra jamais. » Le féticheur la fixa longuement, avant d'émettre un petit rire moqueur. « Tu ne comprends donc pas ?» Aïssatou fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Le vieil homme attrape une poignée de poudre dans un petit récipient et la jeta dans le feu. Une fumée sombre s'élève aussitôt, formant des volutes inquiétantes. Tu as perturbé l'ordre des choses. Tout ce que tu as fait pour nuire à Mariama s'est retourné contre toi. Ce n'est pas elle qui subit le sort, c'est toi. Aïssatou sentit son sang se glacer. Non, c'est impossible. Je voulais qu'elle parte, et c'est ce qui s'est passé. Oui, mais à quel prix ? Le féticheur s'approche lentement et pose un doigt sur son front.
À cet instant, Aïssatou sentit une douleur fulgurante envahir son crâne. Des images apparurent dans son esprit. Elle se vit dans une caisse sombre, attachée par des chaînes invisibles. Des ombres l'encerclaient, murmurant d'une voix glaciale. Elle entendait des pleurs, des cris. Elle reconnut les visages de plusieurs enfants du village, qui étaient morts mystérieusement ces derniers mois. Elle se vit elle-même, dans un état lamentable, prostrée au sol, des marques sombres sur tout le corps. La vision s'interrompt brutalement. Aïssatou reprit son souffle, haletante. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le féticheur soupira. « La vérité éclatera bientôt, Aïssatou. Et cette fois, tu ne pourras pas l'arrêter. » Aïssatou recula, prise d'une peur incontrôlable. Elle tourne les serres et s'enfuit dans la nuit, son cœur battant à tout rompre. Pendant ce temps, au village, les rumeurs sur Aïssatou prenaient de l'ampleur. Les enfants du quartier évitaient de jouer près de sa maison. Les mères murmuraient entre elles, racontant des histoires de femmes qui avaient vendu leur âme pour obtenir ce qu'elles voulaient. Des femmes qui se transformaient la nuit pour faire du mal aux autres, surtout aux enfants. Et Aïssatou en faisait partie. Un matin, Tata Binta se rend chez le chef du village. « Il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. » Le chef du village hocha la tête gravement. « Nous avons entendu trop d'histoires inquiétantes. Il est temps de faire appel au féticheur protecteur du village. » La nouvelle se propagea rapidement. Quelques jours plus tard, le féticheur protecteur du village arrive chez le vieux chef du village. Il exigea de voir Issa et sa femme. Quand Aïssatou se retrouva face à lui, elle sentit une sueur glacée couler le long de son dos. Le féticheur protecteur du village l'observa un long moment avant de prononcer ces mots. « Ce foyer est souillé par de lourds secrets. Et ceux qui ont semé le mal récolteront bientôt ce qu'ils ont semé. » Un silence de mort s'abat sur la case du chef du village. Aïssatou savait que son heure était proche, mais elle ne comptait pas se laisser abattre aussi facilement. La rumeur s'était propagée comme une traînée de poudre dans tout le village. Le féticheur protecteur du village avait parlé, et ses paroles résonnaient dans chaque recoin de la communauté. Ceux qui ont semé le mal récolteront bientôt ce qu'ils ont semé. Les salutations se tournaient de plus en plus vers Aïssatou. Les murmures devenaient des accusations à demi-voix. Elle a ensorcelé Issa, c'est certain. Il n'a jamais été malade avant qu'elle ne vienne. Et si elle avait utilisé la sorcellerie pour chasser Mariama? Aïssatou tentait d'ignorer ses ragots, mais elle sentait la pression monter. Son monde, qu'elle avait si soigneusement construit en évinçant Mariama, était en train de s'effondrer autour d'elle. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Ce matin-là, Aïssatou s'apprêtait à sortir puiser de l'eau lorsqu'une voix l'arrêta net sur le pas de la porte. « Bonjour Aïssatou. » Elle se retourne lentement et sent son cœur manquer un battement. Mariama était là. Drapée dans un pagne sobre, mais digne, elle se tenait droite, ses yeux plantés dans ceux d'Aïssatou avec une intensité qui la fit frissonner. Mariama n'avait plus rien de la femme soumise et blessée qu'elle avait été en quittant la maison. Une aura de force et de résilience émanait d'elle. Aïssatou serre les poings. « Que fais-tu ici ?» cracha-t-elle, tentant de masquer le tremblement dans sa voix. Mariama s'avança de quelques pas, suffisamment près pour qu'Aïssatou sente son parfum léger, ce même parfum qu'Issa semblait encore sentir dans ses rêves fiévreux. « Je suis venue voir Issa. » Le ton était calme, mais ferme. Aïssatou éclata de rire, un rire nerveux et plein de mépris. « Voir Issa ?» répéta-t-elle. Depuis quand une femme qui quitte sa maison conjugale, sans rien dire à son mari, revient le voir? Tu n'as plus rien à faire ici. Mais Mariama ne broncha pas. « Je suis venue voir Issa, » répéta-t-elle lentement. « Et je sais qu'il veut me voir. » Aïssatou sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais une toux rauque l'interrompit. Derrière elle, Issa se tenait debout, appuyé sur le montant de la porte. Son visage était marqué par la maladie, ses yeux creusés par la fatigue, mais malgré cela, il semblait plus éveillé qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Sois la bienvenue Mariama. Entre. Laisse-la entrer, Aïssatou. » Le sol se déroba sous les pieds de la seconde épouse. Il voulait voir Mariama, la femme qu'il a toujours aimée. À l'intérieur de la case, l'atmosphère était lourde. Aïssatou restait figée près de l'entrée, son corps tendu de rage contenue. Mariama, elle, s'était assise près d'Issa. Elle pose une main douce sur son bras et le regarde avec une tristesse sincère. « Que t'est-il arrivé, Issa ?» murmura-t-elle. L'homme soupira profondément. « Je ne sais pas, Mariama. Depuis ton départ, tout a changé. Je suis tombée malade, j'ai perdu mes forces. » Mariama baissa les yeux, puis relève lentement la tête.
As-tu au moins cherché à comprendre pourquoi? Issa tourne un regard incertain vers elle, puis vers Aïssatou. Un silence pesant s'installe. Puis Mariama reprit d'une voix plus forte. Issa, tu crois que la maladie t'est tombée dessus par hasard? Tu crois que ce n'est qu'une coïncidence? Depuis quand un homme aussi robuste que toi se retrouve à l'agonie sans raison? Cela semblait troubler. Tu insinues que... Mariama hocha la tête. Oui. Et tu sais très bien de qui je parle. Aïssatou sursauta, ses yeux lançant des éclairs. Assez, s'écria-t-elle. Tu n'as aucune preuve. Tu es juste une femme jalouse, une femme aigrie qui veut semer le doute dans son esprit. N'oublie pas que c'est toi la sorcière du village. Mariama lui fit face avec un calme implacable. Aïssatou, garde ton calme, ne panique pas. Je ne suis pas venue ici pour me venger. Je suis venue pour ouvrir les yeux à Issa, parce qu'il est en train de mourir sous ton toit, et tu le sais très bien. Issa toussa violemment. Il essayait de comprendre ce qui se passait, mais la fatigue brouillait ses pensées. Mariama se leva. Ce qui est fait. Mais sache une chose, Aïssatou. Les vérités cachées finissent toujours par éclater. Et sur ces mots, elle quitta la case. Aïssatou, tremblante de colère et de peur, sentit pour la première fois le poids réel de ses actes. Le lendemain, les anciens du village convoquèrent Aïssatou. Le féticheur protecteur du village était là. Il exigea qu'on apporte un bol d'eau pure et du lait frais. Il récita des prières, traça des symboles avec son doigt dans la terre battue, puis fit boire l'eau à Issa. Presque immédiatement, une étrange réaction se produit. Issa se mit à transpirer abondamment, son corps tremblait sous l'effet du rituel. Puis le féticheur protecteur du village posa un regard perçant sur Aïssatou. « Approche. » Elle hésita. « Approche » répéta-t-il d'un ton plus ferme. Aïssatou s'exécute. Le féticheur protecteur du village lui tendit le même bol. « Bois. » Elle recula. « Pourquoi devrais-je ?»« Bois » insista-t-il. Aïssatou jeta un regard autour d'elle. Les villageois la fixaient, les yeux pleins de suspicion. Elle prend le bol, porte l'eau à ses lèvres. Et avant même que le liquide ne touche sa bouche, elle sentit une violente brûlure sur sa peau, comme si elle avait été frappée par un feu invisible. Elle lance et jette le bol à terre. Les villageois poussèrent un cri de stupeur. Le féticheur protecteur du village hocha la tête, comme s'il venait d'avoir confirmation de ce qu'il savait déjà. Aïssatou, tes propres actes t'ont condamné. Tu as souillé ce foyer, et aujourd'hui, tu en paies le prix. Le chef du village se leva et déclare d'une voix solennelle. À partir de ce jour, tu es banni de notre village. Que ton ombre ne touche plus jamais cette terre. Si ton mari, Issa, conteste cette décision, il partira avec toi. Un silence s'abattit sur l'assemblée. Aïssatou, dévastée, a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Elle savait que tout était terminé. Elle tourna un dernier regard vers Issa, mais ce dernier ne la regardait même plus. Elle était déjà une ombre du passé. Le vent continuait à souffler doucement sur la grande place du village, soulevant la poussière rouge qui s'infiltrait entre les cases. Tous les habitants étaient rassemblés, les visages graves, les regards braqués sur Aïssatou. Certains avaient encore du mal à croire ce qui se passait sous leurs yeux. Le féticheur protecteur du village, drapé dans son grand boubou immaculé, se tenait debout devant elle, impassible. À ses pieds, un foyer de braises rougeoyantes dégageait une chaleur suffocante. Dans sa main, il possédait un fagot de plantes sacrées, un mélange de feuilles de tawatawa, de kenge et des écorces de baobab, connus pour leur pouvoir de révélation. Le silence était pesant. Puis, d'une voix lente et solennelle, le féticheur s'adressa à l'assemblée. Aujourd'hui, nous invoquons les esprits pour qu'ils dévoilent la vérité cachée. Si Aïssatou est innocente, alors elle n'a rien à craindre. Mais si elle a trempé dans les ténèbres, alors que la fumée parle à sa place. Un murmure parcourut la foule. Certains chuchotaient des prières, d'autres croisaient les bras sur leur poitrine, effrayés de ce qui allait suivre. D'un geste décisif, le féticheur plaça les plantes sur les braises incandescentes. Un épais nuage de fumée bleutée s'élève aussitôt dans les airs, s'étend comme un voile invisible sur la place. L'odeur était étrange, à la fois envoûtante et entêtante. Aïssatou tente de reculer, mais des mains fermes la retinrent. Elle fut contrainte de respirer la fumée. Au début, elle reste silencieuse, fixant le féticheur avec défi. Mais soudain, son corps se mit à trembler. Ses yeux s'agrandirent de terreur. Elle avait ouvert la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Puis, comme si une force invisible avait brisé ses chaînes, les mots jaillirent de ses lèvres. « C'est moi » murmura-t-elle.
Le féticheur hocha lentement la tête. Continue. Aïssatou porte ses mains tremblantes à sa gorge, comme si elle étouffait sous le poids de ses propres paroles. J'ai fait tomber Mariama malade. Avoua-t-elle, sa voix brisée. Je l'ai affaiblie jour après jour. Avec mes pouvoirs de sorcière, j'ai mis des poudres dans ses repas, des décoctions dans son eau. Elle devait partir, il le fallait. Un cri d'indignation s'élève dans la foule. Mariama, qui était là, recula d'un pas, les larmes aux yeux. Mais Aïssatou n'avait pas fini. Et Issa. Je l'ai rendu malade aussi. Un gémissement de surprise parcourut l'assemblée. Issa, adossé contre un arbre, sentit son cœur se serrer. Il m'aimait moins, il pensait encore à Mariama. Cracha Aïssatou, en jetant un regard hanté par la folie. Alors j'ai demandé de l'aide. J'ai fait appel à des forces plus grandes que moi. Je voulais qu'ils m'appartiennent entièrement. Mais le sort s'est retourné contre moi. Elle se laissa tomber à genoux, les mains croustillantes dans la terre. Le féticheur protecteur du village jette une poignée de poudre dans le feu, intensifiant la fumée. Dis-nous tout, Aïssatou. Qu'est-ce que tu caches encore? Son souffle était devenu saccadé. Ses lèvres tremblaient. Les enfants, murmura-t-elle. Un frisson parcourait la foule. Quels enfants? S'exclama un ancien du village. Aïssatou leva lentement la tête, ses yeux fous fixant le vide. Les enfants du village. Ceux qui mouraient tous les 3 mois. Elle cite des noms d'enfants. Un hurlement collectif éclata. Des mères se mirent à pleurer, d'autres reculèrent comme si elles devaient voir un démon en chair et en os. Que leur as-tu fait, Aïssatou? Rugit le chef du village, sa voix vibrante de colère. Les larmes coulaient maintenant sur le visage d'Aïssatou. Je fais partie de ceux qui ont livré leurs âmes. Les paroles étaient à peine audibles, mais elles résonnèrent comme une phrase de mort dans le cœur des villageois. À qui? Lança une femme en s'arrachant les cheveux. Aux esprits de la nuit. On leur a donné ce qu'ils demandaient, en échange de puissance et de protection. Les crises de stupeur redoublèrent. Certaines femmes se jetèrent à terre, lançant le nom de leurs enfants morts. Aïssatou, secouée de sanglots, tentait de se recroqueviller sur elle-même. Le féticheur fit un pas en avant, son regard est empli d'une sévérité implacable. La vérité a été dite. Aïssatou, tu as trahi ton peuple, ton foyer et les lois du village. La justice des hommes et des ancêtres décidera de ton sort. Le chef du village leva la main pour réclamer le silence. Nous ne pouvons pas laisser un tel crime impuni. L'assemblée tout entière acquiesça d'un même mouvement. Elle doit être jugée selon les lois de nos ancêtres. Le verdict était clair, Aïssatou serait livrée aux anciens pour être punie selon la tradition. Son sort était scellé. Alors que les hommes l'empoignaient pour l'emmener, Aïssatou se débattit une dernière fois. « Vous croyez que tout est fini ?» hurla-t-elle, le visage déformé par le désespoir. « Vous croyez que les esprits vont me laisser tomber? Vous ne me comprenez pas. » Mais personne ne l'écoutait plus. On l'entraîna hors du village, son cri s'éteint dans l'écho du vent. Dans la foule, Mariama fixait la scène, le cœur lourd. La justice avait été rendue. Mais la douleur, elle, mettrait du temps à s'effacer. Le soleil était à son zénith lorsque les anciens du village se réunissaient sous le grand baobab, là où se prenaient les décisions les plus importantes. Le silence pesait sur l'assemblée, brisé uniquement par le souffle du vent qui agitait les feuilles. Devant eux, assise à même le sol, Aïssatou paraissait méconnaissable. Son regard, autrefois empreint de fierté et d'arrogance, était désormais hanté par une terreur sourde. Les femmes du village, encore sous le choc des révélations, s'étaient regroupées un peu plus loin, murmurant des prières, certaines pleurant à chaudes larmes pour la mort mystique des enfants du village. Mariama était parmi elles, le regard perdu. Malgré tout le mal qu'elle avait subi, elle ne parvenait pas à se réjouir de la chute d'Aïssatou. Elle ressentait une profonde tristesse face à la noirceur qui avait consommé celle qui, autrefois, partageait la même maison qu'elle. Le chef du village, un vieil homme aux traits burinés par le temps, se leva et d'une voix grave déclare. « Aujourd'hui, les ancêtres et les esprits du village nous regardent. La vérité a été mise à nu, et nous devons maintenant rendre justice. Aïssatou a commis l'irréparable. Elle a semé la maladie, détruit des familles et offert nos enfants aux forces obscures. Il est de notre devoir de la juger selon nos lois. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Le féticheur protecteur du village s'avança alors et fixa Aïssatou avec une intensité glaciale. « Ce que tu as fait a dépassé la compréhension humaine. Tu as pactisé avec des forces qui ne devraient jamais être utilisées. Dis-nous, Aïssatou, savais-tu quel prix tu allais payer ?» Aïssatou relève la tête, les lèvres tremblantes. «
Ses yeux étaient remplis de larmes, mais dans son regard, il n'y avait plus cette lueur de défi. Seulement de la peur. Je ne voulais pas en arriver là, murmura-t-elle d'une voix brisée. Au début, ce n'était que de simples protections. Puis ils ont exigé plus. Ils ne s'arrêtaient jamais. Le chef du village frappa le sol de son bâton, ramenant le silence. Ce n'est pas aux esprits que nous parlons aujourd'hui, mais à toi, Aïssatou. C'est toi qui as évoqué les esprits, c'est toi qui t'es associé à eux. Tu as fait un choix, et ce choix a coûté des vies. Nous devons décider de ton sort. Les anciens se consultèrent en aparté pendant plusieurs minutes qui parurent une éternité. Tous connaissaient la gravité des actes d'Aïssatou. Selon les lois ancestrales, une telle tragédie ne pouvait rester impunie. Mais quel châtiment serait à la hauteur de ces crimes? L'exil, laisser Aïssatou seule, errant sans protection, était pire que la mort. Les esprits qu'elle avait invoqués finiraient par se retourner contre elle. La mort? Elle apporterait une fin rapide, mais ne réparerait pas les torts causés. Le vieux féticheur protecteur du village prend la parole en premier. La nuit dernière, j'ai consulté les esprits. Ils sont en colère, mais ils nous laissent le choix. Ce n'est pas nous qui devons l'exécuter. Ce sont eux qui réclament justice. Aïssatou devra affronter le jugement des forces qu'elle a évoquées. Un frisson parcourut l'assemblée. Le chef du village acquiesça lentement. Ainsi soit-il. Aïssatou sera menée au bois sacré, là où elle a passé son pacte. Elle y restera seule toute la nuit. Si les esprits la jugent digne de vivre, alors elle reviendra au village, mais en tant qu'exilée. Si elle ne revient pas, alors les ancêtres rendront leur verdict. Un silence pesant suivit ces paroles. Le jugement était scellé. Aïssatou se mit à trembler violemment. Elle serra la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Non, vous ne pouvez pas me laisser là-bas. Ils vont me déchirer. Ils me réclament déjà. » hurla-t-elle. Mais personne n'a répondu. Deux hommes s'approchèrent et l'empoignèrent par les bras. Elle tenta de se débattre, mais elle était trop affaiblie. Son sort était désormais entre les mains des esprits. À la tombée de la nuit, Aïssatou fut conduite au bois sacré, un lieu interdit d'accès aux non-initiés. Ce fut la dernière fois que les habitants du village la virent. Les tambours résonnèrent toute la nuit, appelant les ancêtres à prononcer leur jugement. Certains villageois veillèrent, craignant que les esprits, en colère, ne s'en prennent à eux. Mariama, elle, reste enfermée dans sa case, incapable de fermer l'œil. Issa, qui avait été profondément affecté par les événements, errait comme une ombre. Il avait aimé Aïssatou, il avait cru en elle. Mais désormais, il ne ressentait plus que de la douleur et du dégoût. Lorsque l'aube pointa, un groupe d'anciens fut envoyé dans le bois sacré pour voir ce qu'il était advenu d'Aïssatou. Ils revinrent quelques heures plus tard, le visage vide. Aïssatou avait disparu. Seuls restaient ses vêtements, soigneusement pliés au pied du grand fromager, un arbre vénéré par les ancêtres. Les esprits avaient pris leur dû. Dans le village, plus personne n'osa prononcer son nom. Elle était désormais une ombre effacée du monde des vivants. L'aube se leva sur le village, baignant la terre d'une lueur dorée. Pourtant, une atmosphère lourde pesait encore sur les habitants. L'histoire d'Aïssatou et de ses crimes avait laissé une marque indélébile dans les esprits. Bien qu'elle ait disparu, personne ne trouvait réellement le sommeil. Certains murmuraient que son ombre errait encore dans le bois sacré, d'autres que les esprits l'avaient emportée dans un monde dont nul ne revient. Sous l'arbre à palabres, les anciens s'étaient à nouveau réunis. Mariama était assise non loin, son regard fixé sur le sol. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis la veille. À ses côtés, Issa se tenait droit, le visage fermé, portant en lui le poids d'une culpabilité silencieuse. Le vieux féticheur protecteur du village s'éclaircit la gorge et prend la parole. Les esprits ont rendu leur verdict, mais notre village porte encore les stigmates de cette souillure. Aïssatou a manipulé des forces interdites, et il nous revient de purifier notre terre, nos maisons et nos âmes. Un murmure parcourut la foule. Tous savaient ce que cela signifiait. Il fallait organiser une grande cérémonie de purification, une cérémonie qui rappellerait aux esprits bienveillants que le village ne pactisait pas avec le mal. Dès le matin, les préparatifs commencent. Les femmes du village s'armèrent de balais en paille tressée et nettoyèrent chaque recoin du village, jetant du sel et des herbes sacrées à l'entrée des maisons. Les hommes, eux, creusèrent une grande fosse au centre du village, destinée à recevoir tout ce qui avait appartenu à Aïssatou. Ses vêtements, ses objets, tout ce qu'elle avait touché. Mariama, après tant de souffrances, a trouvé un semblant de réconfort dans cette effervescence. Les villageoises lui témoignaient un respect nouveau, comme si son endurance avait fait d'elle une figure à part. Mais au fond d'elle, elle se sentait brisée.
Quand tout fut prêt, le féticheur protecteur du village prend place au centre du cercle formé par les villageois. Il tenait dans ses mains une calebasse remplie d'eau de source, mélangée à des feuilles de baobab et des cendres issues du bois sacré. Il s'avança vers Issa, qui se tenait immobile. « Toi, Issa, maître de cette concession, ton foyer a été souillé par la magie noire. Il est temps d'effacer ce mal et de retrouver la paix. Es-tu prêt à accepter cette purification ?» Issa hocha la tête. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Il avait cru pouvoir maîtriser son destin en prenant une seconde épouse, mais au final, il avait perdu le contrôle sur tout. Le féticheur leva la calebasse et versa lentement l'eau sacrée sur la tête d'Issa. Le liquide glissa le long de son visage, s'infiltrant dans ses vêtements. Puis, il fit de même avec Mariama, qui frissonna au contact de l'eau froide. Ensuite, le féticheur s'avança vers la fosse et y jette la dernière poignée de cendres. Aujourd'hui, nous tournons la page. Que les ancêtres nous pardonnent et veillent sur nous. Le son des calebasses résonnèrent alors, accompagné des chants sacrés des femmes. Une danse s'improvise, libérant peu à peu les tensions accumulées. Quelques jours passèrent. Le village retrouva progressivement une certaine normalité, même si l'ombre d'Aïssatou entrait longtemps les mémoires. Issa, lui, restait enfermé dans sa maison, rongé par les remords. Il comprenait désormais que son désir de prendre une seconde épouse avait été une erreur fatale. Il avait brisé l'équilibre de son foyer et laissé entrer le mal sous son propre toit. Mariama, de son côté, prend une décision radicale. Un matin, elle fit ses bagages et se présenta devant Issa. « Je pars », déclara-t-elle d'une voix calme. Issa relève la tête, surprise. « Où comptes-tu aller ?»« Là où je pourrai recommencer. J'ai trop souffert ici. Je t'ai aimé, mais je ne peux plus rester dans cette maison où tout me rappelle ce que j'ai enduré. Je sens toutes les nuits la présence de Aïssatou dans ma case. Je n'ai plus la force de rester dans cette maison. » Issa voulait protester, mais il vit dans ses yeux qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision. Il baissa la tête, accablé. « Je comprends », murmura-t-il. Le lendemain, Mariama quitta le village, accompagnée de ses enfants. Elle laissait derrière elle un passé douloureux, mais elle savait qu'un avenir meilleur l'attendait ailleurs. Le village, lui, continuerait à vivre, portant à jamais la marque de cette histoire. Mais une chose était certaine. Jamais plus on ne prendrait à la légère les conséquences d'un déséquilibre dans un foyer. Affaibli mais déterminé, Issa comprit enfin l'ampleur de son aveuglement. Les révélations sur Aïssatou avaient brisé les chaînes invisibles qui le retenaient prisonnier de son emprise. Rongé par les remords et le désir de retrouver ce qu'il n'aurait jamais dû abandonner, il prend la décision de quitter le village. Sans un regard en arrière, il rassemble ses maigres affaires et entreprit son voyage. Il part retrouver Mariama et leurs enfants. Il savait que le pardon ne serait pas facile à obtenir, mais il était prêt à tout pour réparer ses erreurs et reconstruire ce qu'il avait détruit. Et ainsi s'acheva cette sombre page de leur histoire pour laisser la place à la réconciliation et la reconstruction de tous les dégâts causés depuis l'arrivée de Aïssatou. Issa redevient le mari aimant et le papa attentionné qu'il était avant l'arrivée de Aïssatou dans leur vie.